Table ronde qui va être animée par Boris Nicole. Boris Nicole est vice-président de l'AJPJA, c'est-à-dire l'Association des jeunes psychiatres. Voilà, en gros. Et addictologue. Donc le titre est alléchant, on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière, mais on va déguster. Merci beaucoup, Denis. Je vais essayer de faire un peu de parole performative, c'est-à-dire qu'on va attendre le temps que tout le monde ait fini son café, que tout le monde se remette bien dans la plénière. Voilà, on y est. On va parler à nouveau de rétablissement. Ok, on va dire qu'on est bon. Donc, rebonjour à tous. Comme Denis vient de le préciser, je m'appelle Boris Nicole, je suis psychiatre. Je travaille au centre hospitalier des Pyrénées à Pau, où je m'occupe des dispositifs de réhabilitation psychosociale. Je tiens à remercier l'organisation du congrès de nous avoir invités et je tiens à remercier le conseil scientifique pour l'organisation de cette plénière. Alors, comme je vous le disais un tout petit peu plus tôt, je suis dans l'association des jeunes psychiatres et jeunes addictologues. Et donc, je suis jeune, mais suffisamment vieux pour avoir souvenir que pendant mon internat, la notion de rétablissement, c'était quelque chose d'assez lointain, dont je n'entendais pas parler en cours. C'est quelque chose dont j'ai entendu parler du côté de l'antipsychiatrie, quand j'étais interne. Je trouvais ça très intéressant. Je lisais des textes d'usagers, des articles qui parlaient de rétablissement, mais j'étais assez mal à l'aise, j'étais presque honteux. Parce qu'en fait, à cette époque-là, le rétablissement tel que je le comprenais, cette notion, elle me semblait juste, elle me semblait importante, elle me semblait légitime, mais elle portait une critique tellement radicale de la psychiatrie que j'étais assez mal à l'aise pour l'endosser. Elle résonnait bien avec l'idée que je me faisais de mon métier, mais elle soulignait aussi le fait que mon métier est capable de faire du mal ou d'empêcher les personnes d'une manière ou d'une autre. Alors j'ai un peu grandi professionnellement, j'ai découvert d'autres notions qui ont alimenté tout ça, on pourra y revenir, celle d'injustice épistémique par exemple, elle s'articule bien avec le rétablissement. J'ai rejoint une association, donc la JPJA, et dont je salue d'ailleurs la présidente Maëva Musso, qui est ici aujourd'hui aussi. Et donc cette association portait déjà ce terme, ce concept, les valeurs que le rétablissement peut recouvrer. J'ai rencontré des personnes concernées, une en particulière avec qui j'ai longuement échangé, qui fait des travaux de recherche, qui m'ont fait beaucoup bouger, qui m'ont fait prendre conscience de la complexité de ce qu'est le rétablissement. Et à ce stade de mon parcours, quand je devais définir le rétablissement, parce que je ne sais pas vous, mais moi je ne connais pas trop la définition, je disais cette petite définition-là, de mon cru, mais il y en a de multiples. Le rétablissement est une notion issue des usagers de la psychiatrie. Il s'agit de laisser à la personne concernée un pouvoir d'agir et une autonomie, en s'appuyant sur ses attentes vis-à-vis des soins, ses projets, ses besoins et ses ressources. Il met aussi l'accent sur le respect des droits et de la dignité de la personne. C'est une définition parmi d'autres. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé. Et je dois vous confesser que je suis un peu perdu quand on parle de rétablissement. On l'entend partout, ce terme. Il est omniprésent. Parfois, il est inclus dans le nom de service de psychiatrie. On l'entend dans la bouche de beaucoup d'interlocuteurs, mais on ne sait pas toujours ce qu'ils y mettent derrière. Alors, j'ai quelques exemples en tête. Des personnes qui assimilaient le rétablissement à la psychothérapie institutionnelle ou des personnes qui utilisaient le rétablissement dans des discussions un peu tendues sur l'organisation des services, un petit peu comme le mot-clé qui emportait le débat et qui le terminait, en fait. Je lis des articles passionnants, alors ça a été un petit peu évoqué par Madame Houlet sur la table ronde précédente, sur les mesures du rétablissement, les outils de psychométrie spécifiques, mais je vois pas trop le rapport avec la définition originelle. Je travaille donc dans un service de réhabilitation psychosociale et quand je fais les comptes rendus d'évaluation médicaux de réhabilitation, il y a un item à la fin, c'est marqué stade de rétablissement. 2 points, et puis il faut coter de 1 à 5. Et je le fais jamais parce que je trouve ça absurde. Mais je dois être honnête, c'est moi qui ai fait la trame de ce compte rendu. Donc, bon. Alors,
c'est de ce constat, en fait, qu'est venue l'idée de la table ronde. C'est un postulat qui est peut-être un peu à contre-courant de l'enthousiasme qu'il peut y avoir dans les événements scientifiques autour du rétablissement. C'est que, d'une manière ou d'une autre, euh, nous sommes tous pas très au clair avec ce qu'est le rétablissement. Ou plus précisément, je ne suis pas sûr qu'on y mette tous et toutes la même chose derrière quand on en parle. Et c'est un peu problématique, parce que aujourd'hui, ce qu'on entend beaucoup, ou ce qu'on dit beaucoup, je fais partie de ceux qui le disent, c'est que le rétablissement, c'est un changement de paradigme. Changement de paradigme, ça veut dire que le rétablissement, c'est en quelque sorte une matrice selon laquelle il faudrait repenser notre système de soins. Et donc, le fait que ce mot soit aussi consensuel aujourd'hui, c'est peut-être le signe que, en fait, quand on l'utilise, chacun y met ce qu'il souhaite, ce qu'il pense. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il serait peut-être important de faire une session où on décortique un peu cette notion de rétablissement. D'où cette table ronde avec plusieurs intervenants que je vais vous présenter. On a convié Audrey Linder. Donc Audrey, tu es docteur en sociologie de la santé, tu es adjointe scientifique à Lausanne, à l'ESSAV, si je le dis bien. Tu as fait ton travail de thèse de sociologie sur le rétablissement. Tu as aussi publié des articles en lien que je vous recommande, notamment l'article de 2022 de la collaboration à la contestation. De la contestation à la collaboration, tout à fait. Non, c'est important en plus comme ordre, vous allez le voir. Et donc Audrey nous parlera de ses travaux. Et pour dialoguer avec elle, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Hélène Reyraud, qui est médiatrice de Santé Père à Bergerac, qui est présidente de l'association Esper Ordogne, Julien Grard, qui est docteur en anthropologie sociale, ingénieur de recherche à l'APHM, coordinateur du module plan de rétablissement du COFOR, Jean-François Dupont, qui est coordinateur du projet COFOR. Alors, je leur laisserai le soin de vous expliquer ce qui se cache derrière cet acronyme un peu mystérieux. Et Marion Espitalier, qui est psychiatre, praticienne hospitalier au CHU de Nantes. Avant de laisser la parole à Audrey, qui va nous rappeler un petit peu l'historique de ce concept et son évolution dans le temps, donc le concept de rétablissement, on va commencer par un petit tour de table. Et donc, je souhaiterais vous demander aux uns et aux autres, je ne sais pas qui va se désigner volontaire pour prendre le micro en premier, vous demander qu'est-ce que la notion de rétablissement a pu changer dans vos vies personnelles ou professionnelles, ou les deux. Comme je vois Marion acquiescer, je me dis que je vais te donner la parole en premier. Vous avez chacun quelques minutes. Bonjour, merci de me donner la parole. Alors, le rétablissement, j'ai réfléchi à cette question en ces termes-là, en me disant qu'est-ce que ça a changé pour moi. Je me suis dit, attends, c'est quand la première fois que j'ai commencé à appréhender cette notion-là? Et je me suis souvenu, la première fois que j'ai vraiment entendu parler de rétablissement, c'était par la bouche de Bernard Pachou, que je remercie, qui doit être là, quelque part, probablement, lors d'une journée de réseau Réhab au Centre Ressources Réhab de Lyon, chez Nicolas Franck. Et donc, le docteur Pachou, professeur Pachou, faisait une présentation du rétablissement. Ça devait être vraiment en 2011, 2012, je ne sais plus exactement, enfin dans ces eaux-là. Et là, je me souviens avoir été enthousiasmée et comme si ça résonnait en me disant, en fait, c'est ça, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, c'est ça c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Et moi, mon histoire était l'histoire d'une jeune PH. À l'époque, j'étais PH contractuelle, donc avec une histoire classique et un intérêt vraiment pour les outils de réhab. Moi, je suis rentrée dans le rétablissement, on va dire, dans ces pratiques-là et cette éthique-là, parce que moi, c'est une éthique, via les outils. Et donc, j'avais fait un master en neurosciences, le DU de remédiation cognitive, tout ça, et le DU d'éducation thérapeutique. En tout cas, j'ai fait de l'éducation thérapeutique. J'avais un rapport aux outils de réhab
par le fait d'aider les gens à aller mieux et à se construire, mais sans avoir rencontré le concept de rétablissement en tant que tel. Et puis c'est l'ETP, la pratique de l'ETP qui m'a fait expérimenter ça, avec un changement de posture très clair, un changement dans les relations et les rencontres différentes avec une nouvelle relation. Donc en premier, dans l'expérimentation de cette posture, ça a été vraiment l'outil d'éducation thérapeutique qui m'a aidé à ça. Et ensuite, les rencontres avec les pères aidantes, les aspirantes pères aidantes, qui a permis de changer ces postures-là. Donc pour moi, cette histoire, elle est venue par les outils de Rehab, et c'est par là que j'ai découvert les pratiques orientées rétablissement, par la petite porte, on va dire, en tout cas par cette porte-là de mon. Et puis ça se développe toujours, c'est toujours en construction. Maintenant, je suis chef de service d'un service de secteur avec un centre de réhab par ailleurs, et où en fait, c'est toujours en chemin parce que ça se tisse petit à petit et que les outils ne suffisent pas, l'intention ne suffit pas. Pour moi, ça reste un énorme challenge de disséminer ça à l'échelle d'un secteur qui n'a pas cette culture-là. Et c'est beaucoup moins évident d'avoir cette éthique-là au sein d'un service de secteur que dans des services avec les outils de soins qui le rendent assez évident. Alors, merci Marion, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Je retiens peut-être quelques termes, dont certains que tu n'as pas employés, mais posture, peut-être la question du sens, j'ai l'impression. Ouais. Ce que ça m'a apporté, c'est de la simplicité dans la relation aux personnes concernées, quelque chose de cet ordre-là, la question de la rencontre beaucoup plus naturelle et simple. Je pense que j'ai trouvé de la simplicité et de l'évidence en fait dans la relation aux gens que j'accompagne, et aussi ça m'a apporté de l'espoir pour moi, pour le service. En fait, en tant que professionnel, en fait, l'espoir pour moi, il n'est pas que envers les personnes, mais il est aussi de ce qu'on va faire. Donc oui, la question du sens. Ok, merci beaucoup. Qui veut se désigner volontaire pour la suite? Julien. Ouais, bonjour. Moi, du coup, le rétablissement, en fait, j'essayais de préparer, j'avais pas réussi à préparer. Du coup, en fait, je fais un regard rétrospectif sur. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur la santé mentale, en anthropologie de la santé. Et en fait, pendant tous mes travaux antérieurs, jusqu'en thèse ma thèse que j'ai soutenue en 2011, le rétablissement, c'était quelque chose de très loin. C'est un concept que j'avais vu d'abord dans des articles d'Hélène Corin, et ça avait l'air chouette, mais ça ne me semblait pas approchable en l'état en France. Les personnes que je rencontrais, pour elles, j'avais testé le mot rétablissement, ça n'avait aucun écho. Et je vais faire une ellipse. Après, dans ma vie personnelle, le rétablissement aussi, il est arrivé, ça m'a permis d'avancer en parallèle de ma vie professionnelle. Et surtout, le rétablissement, il a débarqué dans ma vie quand on m'a proposé, j'en suis reconnaissant, on m'a proposé de venir travailler dans l'équipe Mars à la PHM. Ça m'a permis de me rétablir d'une carrière académique qui était mal partie. Enfin, on avait dit qu'elle était bien partie, mais je ne m'y projetais pas du tout. Et ça m'a permis du coup de travailler et de pouvoir mettre un peu mon expertise entre guillemets au service du public. Et c'était quelque chose un peu c'était le poste dont j'aurais jamais osé rêver, là qui s'est réalisé. Et je me suis retrouvé donc projeté dans une équipe de psychiatrie et de rue qui essaye de travailler de manière orientée rétablissement. Et on m'a ensuite proposé, avec Aurélie Talande, on a travaillé sur le projet du COFOR. Et en fait, j'ai vu petit à petit le concept de rétablissement en accompagnant les gens. Et dans le projet du COFOR, je l'ai vu prendre vie, vraiment. Et on le voit toujours voilà, actuellement. Merci Julien. Et donc un concept tout d'abord très très lointain, mais finalement qui a été un peu plus parlant par les expériences professionnelles ultérieures. Hélène, Jean-François, qui veut... Hélène. Donc bien entendu, je suis une personne concernée, ce qui signifie que j'ai commencé par passer une longue année d'hospitalisation, au terme de laquelle je me suis sentie complètement anéantie, pulvérisée, finie, totalement vaincue.
Et c'est dans ce contexte-là particulièrement que j'ai eu la chance d'intégrer le C2A, qui est un centre de formation et de soutien au rétablissement, et de suivre dans ce contexte une formation au rétablissement. Et il y a notamment une parole de Patricia Digan qui, je dirais, m'a sauvée. Parce que Patricia Digan dit que le rétablissement n'est pas le fait de personnes exceptionnelles. Donc ça a fortement résonné en moi et je me suis dit, je n'ai pas besoin d'être une personne exceptionnelle, je n'ai pas besoin de devenir une personne exceptionnelle pour me rétablir. Et je dirais qu'ensuite, ça a été un processus graduel, c'est-à-dire que j'ai adopté le concept d'abord intellectuellement et avant de le traduire en acte, ça s'est fait progressivement, ça s'est inscrit dans le temps. Et professionnellement, du fait de mon parcours, j'ai demandé à travailler en unité de crise parce que pour moi, il était très important de parler aux personnes dès les premières hospitalisations, dès le diagnostic du concept de rétablissement pour ne pas que ces personnes ne désespèrent inutilement et aient conscience du fait qu'elles ont un horizon de vie. Donc, dans un premier temps, j'ai animé un ETP sur le rétablissement. Et puis ensuite, j'ai changé d'approche. Maintenant, je co-anime un groupe de parole parce que ce qui m'intéresse, je veux dire, c'est ce qu'offrent les usagers comme définition de rétablissement, puisque je veux dire, si on demandait à tout un chacun dans l'audience quelle est selon vous la définition d'une vie épanouissante, on aurait tous une définition différente. Et c'est exactement la même chose pour le rétablissement. Je pense que j'avais envie d'offrir un espace de parole pour que chaque individu puisse commencer à imaginer son parcours de rétablissement. Et puis aussi, j'interviens dans le cadre de la permanence de famille que je co-anime avec Anthony Robin, psychologue, et l'UNAFAM. Et je pense qu'il était très important également pour les familles d'entendre parler du concept de rétablissement. Merci beaucoup. Là aussi, si je devais retenir certaines choses, le fait que tu dis le terme sauver par rapport au mot de Patricia Digan, tu dis aussi bien que c'est d'abord un concept qui a été intellectuellement, que tu as d'abord intellectuellement appris avant de le mettre en œuvre ou peut-être de faire le lien. Ce que j'entends aussi et ce que je retiens, alors c'est un prisme très personnel, hein, chacun retient ce qu'il veut des interventions, mais c'est aussi ce que tu soulignes sur le fait que le rétablissement est finalement très différent d'une personne à l'autre, quelque chose que tu appliques en pratique. Ok, Jean-François. Donc, je vais conclure. Alors moi, le rétablissement, je l'ai connu en prenant mon poste donc, de coordinateur de projet au COFOR. Je ne connaissais rien à la santé mentale, donc j'ai vraiment découvert la santé mentale par ce spectre. C'était en plein mois de juillet 2021, donc c'est très court par rapport à vous, hein, j'ai beaucoup moins de recul. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'informations avec Julien, avec Aurélie Tinlan, avec Geneviève Aubarou, donc présidente de l'association. Et j'ai donc appris à distance, sans action, parce que le projet était en pause. Donc des lectures, de l'incompréhension, parce qu'en fait c'était un modèle qui me paraissait tellement impossible, ou j'étais dubitatif, hein, j'arrivais pas à admettre, à comprendre que ça pouvait fonctionner, enfin qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que les gens se disent dans les modules, pourquoi. Donc on organise une rentrée et je me rends compte en fait de l'efficience du projet à 3 mois, à 6 mois, quand je vois des gens qui changent en fait, qui prennent confiance, qui se donnent des objectifs. Certains reprennent des études, d'autres font des transatlantiques. Et j'ai vu ça comme ça de mes propres yeux. Et ça m'a, voilà, personnellement, ça m'a troublé en fait. J'avais peut-être moi-même des gros a priori sur la santé mentale, et ça a un peu déconstruit mon regard. Ça a baissé aussi, ça m'a fait travailler sur mon ego, sur ma patience. Et j'ai un peu, voilà, j'ai évolué personnellement grâce à ça, grâce à cette approche professionnelle. Et aujourd'hui, je sais pas, ça me donne envie de créer moi aussi, d'aller au bout de certaines choses, me rendre compte que peut-être que j'avais laissé des choses en suspens, des choses non réglées. Donc voilà, ça me permet le rétablissement. En fait, voilà, je le défends. J'ai envie que ça existe. J'ai envie que les réhab le pratiquent avec la bonne valeur.
Et ceci dit, j'ai pas beaucoup de recul, hein, j'ai que 3 ans d'expérience là-dessus. Mais les discussions avec les différents étudiants qu'on accompagne, parce que le centre de formation au rétablissement Cofor, c'est comme une école du rétablissement. On accueille des étudiants, ils endossent une casquette qui n'est ni celle d'un patient, ni celle d'un bénéficiaire, ni celle d'un usager. Et ils apprennent, il y a du savoir expérientiel, du partage, ils apprennent les uns des autres. Il n'y a pas de savants, mis à part peut-être certains qui ont un peu plus d'expérience et qui viennent avec un bagage, des intervenants qui viennent et qui mettent au milieu de ce groupe une discussion qui évolue. Et donc, ces étudiants, ils passent, il y a 5 modules hein, qui permettent de valider le parcours. Et après, chacun fait ce qu'il veut, mais la plupart d'entre eux, ils veulent travailler, ils veulent vivre, ils veulent être intégrés dans le milieu ordinaire, ils veulent avoir une vie sociale. Et donc, on les accompagne là-dessus, et tout en gardant en tête que la paire aidant, c'est pas forcément une finalité. En fait, ils ont d'autres cartouches à leur identité, et ils sont rétablis, mais ils peuvent aussi intégrer un autre milieu que celui de la santé mentale, et tant mieux. Hein. Alors, merci. Il y a quelques mots que je pique aussi, il y a valeur, savoir expérientiel, mais j'ai envie de te faire bosser encore un tout petit peu. Est-ce que tu peux peut-être en quelques mots nous décrire ce qu'est le Cofor et nous dire aussi peut-être toi d'où est-ce que tu parles, c'est avant le Cofor, où est-ce que tu étais, qu'est-ce que tu faisais? Bon, moi j'ai commencé par là. Juste avant le Cofor, j'étais coordinateur des services administratifs pour une grosse asso et je coordonnais, je manageais des équipes au niveau régional. Des petites structures, et c'était horrible. J'étais vraiment malheureux au travail, avec une verticalité, un directeur complètement raciste, sexiste, et du coup j'étais vraiment en souffrance. Oui. Et donc j'étais à la recherche d'autre chose, d'un truc qui fasse sens, avoir un projet. Et dans le réseau, dans les discussions, il y avait ce projet Cofor qui était lui-même en difficulté et en souffrance. Donc on a matché, et j'ai quitté un poste à plein temps pour un petit temps partiel. Et je me suis assez investi de cette façon jusqu'à prendre des fonctions à plein temps. Mais ouais, j'y connaissais rien à la santé mentale. Je prenais pas soin de la mienne non plus. Moi, c'était une découverte et j'en suis satisfait. Aujourd'hui, le Cofor, qu'est-ce que c'est concrètement? On a 5 modules. Donc, le plan de rétablissement que coordonne Julien, c'est vraiment un plan individualisé au rétablissement. C'est du partage de savoir expérientiel, les souffrances, les réussites, et pouvoir permettre à la personne de se fixer son rétablissement, son bien-être, qui va vraiment être individualisé. Il y a les DAIP, directives anticipées incitatives en psychiatrie, qui sont également dans ce module et qui permettent de retarder la crise, en fait, de rassurer. L'objectif de ce programme, c'est vraiment empêcher la réhospitalisation. Okay. Ensuite, il y a du droit, il y a du vivre avec, il y a du bien-être ancré sur le corps. Il y a plein d'activités un peu différentes. L'idée, c'est de fournir, en fait, de répondre aux besoins, parce que du coup, ça évolue. Le programme n'est pas fixé, il y a des évaluations qui permettent de renchérir, renchérir les choses et être à l'écoute en fait de ce que les gens veulent. Voilà. Merci. Alors, après ce premier tour de table, et je vois que le temps se resserre et on a un timing serré, donc on va passer la parole à Audrey Linder, que je vais appeler au pupitre. Après son intervention, si vous le souhaitez, ceux qui le souhaitent sur scène pourront réagir, poser des questions à Audrey. Et si on a le temps, on pourra faire quelques échanges avec la salle, mais je ne garantis rien. Audrey, je te laisse la parole. Je tiens à nouveau à te remercier en précisant, j'espère que tu m'en voudras pas, que tu as en plus interrompu tes vacances pour venir nous faire bénéficier de ton expertise. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, un grand merci aux organisateurs, organisatrices de m'avoir proposé de participer à cette plénière. Donc effectivement, moi j'ai consacré ma thèse de doctorat en sociologie au savoir, pratique et expérience de rétablissement en santé mentale. Et donc Boris m'a donné la tâche, et je dis tâche parce que c'est très impressionnant de parler devant une si grande salle, mais c'est évidemment aussi un honneur de présenter finalement quelques réflexions sur les rétablissements qui sont issus de ma thèse, avant effectivement d'ouvrir la discussion avec les autres personnes qui partagent cette plénière avec moi. Et le but de cette intervention, finalement, c'est de pouvoir aussi proposer un regard un peu critique, alors pas tellement sur le rétablissement que sur ce qu'on fait du rétablissement, et de souligner aussi quelques points d'attention à garder en tête quand on se revendique du rétablissement ou qu'on souhaite développer des pratiques orientées rétablissement. Donc on dit souvent que le rétablissement est issu des mouvements d'usagers et d'usagères. Typiquement, quand vous lisez un article sur le rétablissement,
en introduction, c'est dit en passant, ben voilà, ça vient des collectifs d'usagers, mais finalement, on fait pas grand-chose de cette information. Et moi, je voulais revenir un peu justement sur la naissance du rétablissement dans ces collectifs et proposer quelques réflexions sur les implications que ça a lorsque le rétablissement est repris et intégré dans les pratiques professionnelles. Donc en fait, le rétablissement, il apparaît dans les années 70 aux États-Unis et en fait, en premier lieu, il apparaît en contradiction avec le message qui est généralement donné aux usagers et usagères, à savoir qu'on ne se remet pas des maladies psychiques, en particulier de la schizophrénie. Et ça émerge de collectifs qui vont également lutter contre les traitements sous contrainte et pour améliorer les droits des patients. Donc on est vraiment sur ce rien sur nous sans nous, tenir compte de la parole des personnes qui ont des troubles psychiques. Dans ces collectifs-là, qui vont faire émerger le rétablissement, certains vont considérer que la psychiatrie est en fait davantage un obstacle au rétablissement qu'une aide au rétablissement. Ils vont insister, alors on est dans la psychiatrie des années 70, on espère que ça a un peu évolué, mais ils vont quand même insister sur les mauvais traitements qu'ils ont reçus en psychiatrie, sur les discours pessimistes sur le devenir de la maladie, le manque d'empowerment. Certains décrivent aussi que les relations entre pairs, qui étaient finalement ce qui les aidait le plus pendant l'hospitalisation, elles étaient en fait découragées par les professionnels parce qu'il y avait un peu cette idée que ça risquait finalement de tirer les gens vers le bas. Donc voilà, il y a ces éléments-là. Et puis, c'est aussi des collectifs qui vont revendiquer des structures par et pour les pairs qui seraient entièrement indépendantes de la psychiatrie. Là aussi, sûrement, si vous avez lu quelques articles sur le rétablissement, on voit souvent passer le livre de Judy Chamberlain, mais je pense qu'on ne prend pas toujours la pleine mesure de ce qu'elle y dit. Finalement, c'est le titre de son livre, c'est vraiment « Des alternatives à la santé mentale ». Contrôlées par les patients, et c'est on our own, donc nous tout seuls. Donc on est vraiment sur des logiques d'indépendance par rapport à la psychiatrie, aux psychiatres, au médico-social, etc. Et puis enfin, certaines des personnes dans ces collectifs qui vont faire émerger le rétablissement, elles vont revendiquer aussi la possibilité de se rétablir sans médication. Pas juste une médication minimale, mais vraiment sans utiliser la médication. Donc il va y avoir un processus de réappropriation du rétablissement par les professionnels de la psychiatrie. Je ne veux pas détailler le processus ici, mais souligner quelques éléments de cette réappropriation. Donc finalement, quand c'est réapproprié par les professionnels, c'est la psychiatrie quelque part qui devient responsable du rétablissement. Et donc évidemment, on va avoir toute une série de transformations de ces significations. Donc ça va aller de pair avec une déshospitalisation de la psychiatrie. Je parle bien de déshospitalisation et pas de désinstitutionnalisation. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que cette déshospitalisation, elle va de pair avec le fait que la psychiatrie va s'infiltrer dans une part toujours plus étendue de la vie des patients et patientes. Et effectivement, travailler au rétablissement des patients et patientes, c'est s'occuper de leur logement, de leur insertion sociale et professionnelle, de leur consommation, de leurs relations familiales, amicales, voire des fois aussi de leurs relations de couple, de leurs hobbies, qu'est-ce qu'ils mettent en place à côté comme hobby. Et donc finalement, on voit une sorte de contraste où initialement, une partie des collectifs, en tout cas, qui vont faire émerger le rétablissement, ils revendiquent vraiment une libération de la psychiatrie. Et quelque part, on a le processus inverse. Quand la psychiatrie se réapproprie le rétablissement, finalement, son intervention dans la vie des patients va plutôt avoir tendance à s'étendre. Il y a la pérédance qui va être professionnalisée, elle sera intégrée dans les institutions, mais du coup avec une marge de manœuvre qui est quand même parfois très très limitée. Et puis, l'idée de pouvoir se rétablir sans médication, elle va se transformer, en tout cas en théorie, dans la recherche des doses de médication minimales pour la personne. Mais on voit en pratique, quand même, dans beaucoup de situations, qu'il y a encore des doses importantes de médication qui continuent d'être administrées. Donc en fait, si on s'intéresse un peu à cette trajectoire du rétablissement, on voit qu'on passe quelque part d'un outil de contestation qui était externe à l'institution et porté par des usagers et usagères à un outil de collaboration qui est interne à l'institution et qui est porté essentiellement par des professionnels. Et d'ailleurs, je suis souvent assez surprise finalement quand on parle du rétablissement de voir que les usagers et usagères actuels de la psychiatrie, ils connaissent ce terme essentiellement
parce que des professionnels leur en ont parlé. Alors, ça peut être au cours de formation, notamment la formation de médiateurs de santé pair, ou alors au sein de structures qui s'appuient sur le rétablissement, alors que finalement, initialement, c'est vraiment un concept qui appartient aux usagers, aux usagères et qui circule dans les collectifs d'usagers. Et donc, cette transformation d'un outil de contestation en outil de collaboration, ainsi que son déplacement de l'extérieur à l'intérieur de l'institution psychiatrique, elle va de pair quelque part avec un affaiblissement de sa portée critique, puisque les éléments les plus contestataires du rétablissement, comme le fait que la psychiatrie peut être davantage un obstacle au rétablissement ou encore qu'il est possible de se rétablir sans médication, sont des éléments qui ont tendance à être mis de côté. Et donc, une fois réapproprié par les professionnels, ça se passe en Suisse. Alors moi, je connais plus la Suisse romande, mais en France également, autour du début des années 2000, il va y avoir un travail de diffusion du rétablissement. Et en fait, pour transmettre le rétablissement, il faut aussi justement pouvoir convaincre de son intérêt, de son efficacité. Et là, on va avoir toute une autre série de conséquences que je vais détailler maintenant. Donc à la base, en fait, le rétablissement, alors comme le disait Boris, c'est difficile de savoir vraiment ce qu'on met derrière ce terme. Moi, plus j'avançais dans ma thèse de doctorat sur le rétablissement, moins j'étais capable de dire ce qu'était le rétablissement. Mais à la base, on a quand même un ensemble de valeurs. Donc, on a des notions comme l'espoir, l'empowerment, l'autonomie, la symétrisation des relations entre les professionnels et les patients-patientes, etc. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est assez difficile de transmettre des valeurs, un ensemble de valeurs, et qu'il y a souvent le risque que les soignants soient en accord avec les valeurs, mais que ça change finalement pas grand-chose à leur pratique. Et du coup, le rétablissement en tant qu'ensemble de valeurs, il est souvent dépendant des individus qui vont décider de s'en emparer, qui vont décider vraiment de lire beaucoup sur ces questions, de réfléchir à la question du rétablissement, mais ce sera porté par des individus, et ce sera difficilement au niveau institutionnel. Et il y a d'ailleurs des études en Norvège qui ont montré que finalement, les soignants qui étaient formés au rétablissement, ils avaient tendance à se focaliser davantage sur ce qu'ils faisaient déjà et qui est en accord avec le rétablissement, plutôt que de se pencher sur les changements qu'ils devraient mettre en place pour aller plus loin dans leur pratique orientée rétablissement. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va chercher à opérationnaliser le rétablissement pour que ce soit plus facile à transmettre. Donc, on va développer des protocoles de soins, on va développer des interventions spécifiques, des outils de rétablissement. Et donc là, on n'est plus sur des valeurs abstraites, on est vraiment sur des manières de faire concrètes et c'est beaucoup plus facile de le transmettre. Un écueil que j'ai pu observer par moment, c'est que finalement, ces outils, ces protocoles, etc., ils sont développés par des personnes qui, justement, ont énormément lu sur le rétablissement, connaissent bien les valeurs qui les sous-tendent. Et en fait, par moment, ils vont devoir être appliqués par des personnes qui, effectivement, n'ont pas cette culture, entre guillemets, du rétablissement. Et donc, les outils peuvent aussi perdre de leur sens au moment où ils sont repris par des personnes qui n'ont pas connaissance de tout le background qu'il y a autour du rétablissement. Et donc, je pense que c'est vraiment un des grands enjeux, et je crois que Marion l'a évoqué un peu en introduction, un des grands enjeux, c'est vraiment de pouvoir faire tenir ensemble les valeurs et les pratiques du rétablissement. Un autre aspect du développement d'outils et de développement d'outils et de protocoles, c'est que finalement, l'idée, ça va être aussi de pouvoir rendre le rétablissement mesurable et donc compatible avec les logiques gestionnaires. Finalement, il faut pouvoir mesurer le rétablissement pour pouvoir prouver que ce qu'on fait, ça fonctionne, ça marche. Et là derrière, il y a tous les enjeux de financement, les enjeux de carrière également. Et typiquement, on va développer, comme le rappelait Boris en introduction, des échelles de mesure du rétablissement pour dire finalement où en est la personne dans son stade de rétablissement. Et là, on voit qu'il y a vraiment un renversement de la logique, puisque le rétablissement, il va être mesuré de l'externe au travers d'un score. On va parfois aussi faire des mesures du rétablissement avant et après une intervention pour voir si la personne a évolué quelque part dans son rétablissement. Et là, on voit qu'on s'éloigne vraiment de la logique selon laquelle seule la personne, finalement, peut dire où elle en est de son parcours de rétablissement et ce qui constitue ce parcours. Et puis, ça tient peu ou pas compte, finalement, du temps long du rétablissement,
qui dépasse souvent largement le temps des institutions, mais plus encore le temps des interventions. Certains parlent d'un processus qui commence avec la maladie et qui se poursuit toute une vie. Mais finalement, ça ne tient pas compte non plus de l'aspect non linéaire du rétablissement, où finalement, il va y avoir des phases de stagnation, des retours en arrière, des moments d'avancée. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la standardisation finalement de ce qu'est le rétablissement, pour pouvoir le transmettre, le mesurer, etc., on voit que l'aspect subjectif du rétablissement, qui était vraiment central dans son émergence, il est mis de côté. Et donc, je vais encore souligner quelques éléments avant de terminer. La première chose, c'est que la question de la place des usagers et usagères, comme je vous le disais, elle est vraiment centrale dans l'émergence du rétablissement. Et finalement, on ne peut pas faire du rétablissement si on n'intègre pas les usagers et usagères. Et ce qu'on voit parfois, c'est que finalement, les institutions vont engager un père aidant et quelque part, ça va les décharger de tout le reste. Hein. Finalement, on a un père aidant, bon ben c'est OK, on fait participer les usagers et usagères. Et quelque part, hein, l'embauche d'un père aidant, alors c'est évidemment une pratique que j'encourage, hein, mais ça dispense pas finalement de consulter les usagers et usagères directs de l'institution en question. Et on revient vraiment sur cette revendication hein, qui était aussi le thème de la plénière précédente, hein, rien sur nous sans nous. Et finalement, depuis le début des années 2000, il y a de nombreuses études sur le rétablissement qui appellent vraiment à impliquer les usagers et usagères à tous les niveaux des institutions, y compris justement dans les lieux de prise de décision pour l'institution et pas uniquement au niveau du lien individuel avec les patients-patientes de l'institution. Un autre élément, comme je vous disais, finalement, pouvoir prouver que le rétablissement, ça marche, ça englobe la nécessité de convaincre, de créer de l'enthousiasme autour de la notion de rétablissement. Et en fait, il me semble que ça a tendance des fois à favoriser un peu les témoignages, entre guillemets, de success stories. Hein. Donc, il y a un peu cette image d'Épinal du rétablissement. Il y avait un témoignage qui m'avait marqué au début que je m'intéressais au rétablissement, qui est un livre publié aux États-Unis, qui montrait vraiment comment la personne de schizophrène très très sévère, avec très peu d'interactions sociales, etc. Finalement, elle avait pu retrouver une vie de couple, retrouver un travail, elle avait fondé une famille, et puis à côté de son travail, elle était danseuse de flamenco semi-professionnelle, enfin vraiment avec quelque chose d'un peu... alors évidemment qu'il y a des parcours de rétablissement qui sont comme ça, mais comme dit, hein, des fois on met peut-être un peu trop l'accent sur les aspects histoire de réussite et on oublie peut-être d'autres parcours de rétablissement, c'est ce que disait Hélène aussi en introduction, hein, où il n'y a pas besoin d'être un héros en fait, où les personnes ordinaires se rétablissent au quotidien. Et ça va contraster finalement avec d'autres notions de rétablissement qui pensent le rétablissement comme quelque chose de non normatif. Et là, je reviens sur Hélène Corin qu'a évoqué Julien en introduction également, qui parle finalement du rétablissement à la marge et du retrait positif. Et en fait, Hélène Corin, donc, qui est une psychiatre, je crois, et anthropologue québécoise, avait mené différentes études et elle s'était intéressée dans une de ces études aux personnes qui étaient les plus réhospitalisées et aux personnes qui étaient les moins réhospitalisées. Et en fait, elle avait pu observer que parmi ces deux groupes de personnes, l'isolement social était identique. Mais en fait, il n'était pas vécu de la même manière. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui étaient le plus réhospitalisées subissaient cet isolement social, alors que les personnes qui étaient les moins réhospitalisées, elles recherchaient cet isolement social. Et c'est ça, cette idée de rétablissement à la marge, de retrait positif. Hein. C'est cette idée pour certaines personnes, se rétablir, c'est aussi construire une position qui est à la fois dedans et dehors, hein, avec cette idée, par exemple, de fréquenter toujours les mêmes lieux, donc d'aller boire son café tous les matins au même endroit, de faire ses courses toujours dans le même magasin, aller voir la même caissière, etc. Et finalement, ces personnes, elles vont se construire une position dans le monde social où elles vont se sentir intégrées puisqu'elles circulent dans l'espace social, elles rencontrent tous les jours un peu les mêmes personnes, mais elles vont pas forcément avoir besoin d'interagir avec ces personnes et c'est aussi ce qui va leur permettre peut-être de ne pas se sentir envahies, par exemple, par les personnes qu'elles fréquentent au quotidien. Et évidemment, l'idée c'est pas de dire ça c'est le rétablissement et le rétablissement c'est pas autre chose, mais en tout cas c'est de dire que c'est aussi une forme possible de rétablissement pour les personnes qui ont des troubles psychiques. Et ce que montre aussi cette notion de rétablissement à la marge ou de retrait positif, c'est que le rétablissement peut être non normatif.
Et je pense que c'est important de le rappeler puisque ces dernières années, effectivement, on a vu un couplage du rétablissement avec le courant de la réhabilitation psychosociale. Et du coup, le rétablissement, on le voit beaucoup comme le fait de retrouver un logement, de retrouver un travail, de retrouver une vie sociale et ensuite de pouvoir faire ça de manière la manière la plus indépendante possible. Et évidemment, c'est quelque chose de très important et je pense que pour beaucoup de personnes, effectivement, retrouver un logement indépendant, retrouver un travail, etc., c'est des choses essentielles et il faut avoir des outils pour les accompagner là-dedans. Mais il faut aussi tenir compte du fait que certaines ne veulent ou ne peuvent pas réintégrer une vie sociale normale, qui vont préférer des modes de vie alternatifs qui vont leur permettre de gérer leur maladie au mieux et puis aussi d'être des fois en accord avec qui ils sont ou qui elles sont. Et c'est vraiment cette importance finalement pour moi de diversifier les récits de rétablissement qui sont disponibles. Il n'y a pas qu'une manière de se rétablir, comme le disait Hélène tout à l'heure. Et finalement, l'un des credos du rétablissement, on l'entend un peu tout le temps, hein, c'est répéter, 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 c'est se rétablir, c'est avoir une vie pleine et satisfaisante. Et je pense que c'est toujours important de se rappeler que une vie satisfaisante, quand on dit ça, quand on dit que le rétablissement, c'est avoir une vie satisfaisante, c'est du point de vue de la personne concernée et pas du point de vue de ses proches, de ses soignants ou des normes sociales. Et que finalement, il y a toutes sortes de vies pleines et satisfaisantes qui peuvent se développer totalement en dehors de la routine métro, boulot, dodo. Et je vous laisse là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Audrey. Alors, est-ce que l'un d'entre vous veut réagir en premier ou est-ce que j'ouvre le bal? Ok. Donc, beaucoup de choses. Alors, beaucoup de réactions à ce que tu dis qui est très riche. Je suis assez marqué quand tu dis que avec le concept de rétablissement, la psychiatrie a la possibilité de s'infiltrer dans beaucoup de sphères de la personne. Et donc, je me dis qu'il y a un revers de la médaille, c'est-à-dire que c'est un danger dans le sens où on peut, à ce moment-là, envisager le rétablissement comme étant une manière, je caricature, hein, attention, comme étant une manière perverse pour les psychiatres de mieux contrôler encore les personnes. Et une autre réaction à chaud, spontanée, c'est sur le caractère normatif. Et c'est vrai que, alors ça me parle beaucoup quand tu le dis, parce que on a beau essayer d'être le plus au clair possible avec ce qu'on fait. Moi, je pensais à quelque chose de tout bête quand tu parlais. J'ai un mauvais réflexe dont je m'aperçois. Quand je suis fatigué professionnellement et que les vacances arrivent, mais bizarrement, dans la plupart de mes consultations, je demande aux personnes, mais vous n'avez pas envie de partir en vacances? Et il y en a beaucoup qui me regardent avec des grands yeux en me disant non, je vois pas trop le rapport. Et cette manière de projeter finalement en sortant, en étant sur des sujets qui sont privés, qui sont subjectifs, qui sont personnels, j'ai l'impression, et je sais pas si c'est ce que tu dis par là, mais que ça ouvre la voie à ce que nous, en face, en tant que professionnels, on projette vraiment, parce que c'est pas du savoir théorique, parce qu'on n'a pas appris comment voilà, quelle est la définition de la vie normale, et heureusement qu'on ne l'a pas appris parce que ça n'existe pas, et ben à ce moment-là, on utilise nos préjugés personnels et dont on est tous empreints. Bon, une première réaction que j'ai, je ne sais pas si ça appelle une réponse, s'il y a quelque chose ou d'autres réactions. Marion. Ouais, j'avais les mêmes pensées en fait sur la question de ce qu'on projette. Mais pour moi, justement, le couplage dont tu parles, rétablissement, réhab, c'est le fait d'avoir cette vigilance, de se centrer sur ce à quoi aspirent vraiment les gens. Bon, après, plein de gens, ils aspirent comme tout le monde, hein, à avoir une vie on va dire conforme. Malgré tout, c'est un peu comme tout le monde d'ailleurs, comme toutes les autres, tout le monde. Moi, je peux dire, j'avais quelques remarques. Moi j'ai 2 remarques et puis un petit point de désaccord. Ma première remarque, c'est tout à l'heure, le professeur Lançon disait que être soignant, finalement, c'était accompagner le rétablissement dans tous les soins, partout. Et justement, je me posais la question justement de notre responsabilité quand on constate que la psychiatrie peut être vécue comme un obstacle au rétablissement par une partie des personnes, en tout cas peut être ça aussi. Et finalement, je me dis, c'est invivable ça comme soignant.
Et je me dis, bah, c'est ça, on est là, en fait, on en est là aujourd'hui, cette responsabilité de faire ce qu'on est, une reconquête, en fait, de ce rôle-là, d'accompagner le rétablissement des gens. Mais il y a un prix à ça, c'est d'accepter qu'on s'est un peu planté sur certaines choses, en particulier sur le fait de croire que les pathologies psychiatriques étaient non rétablissables. Et du coup, de se dire qu'on avait peut-être quand même un rôle à avoir en ayant cette conviction très ancrée là. Donc d'accepter d'accepter que cette erreur-là, à mon avis, c'est aussi notre responsabilité d'accompagner ça. Et franchement, ça pique un peu, quoi. Vraiment. Et l'autre remarque que j'avais, c'est le besoin pour ça de contestation. Tu disais, bah, la digestion par le système psychiatrique des survivants qui sont devenus des usagers, etc., avec du contestataire vers la collaboration. Je pense qu'on a encore besoin de contestation et qu'effectivement, ça fait partie. C'est vrai qu'il y a une vigilance à avoir, à mon avis, de garder un peu de contestation dans nos équipes parce que sinon, on risque d'absorber, effectivement, et de ne pas aller complètement au bout du truc. Et alors, mon petit point de pas d'accord complètement, c'est sur la question de l'évaluation psychométrique. Alors moi, j'ai fait une thèse sur la mesure, enfin, j'ai créé une échelle de rétablissement auprès des personnes vivant avec un trouble bipolaire. Donc, je me suis beaucoup posé cette question-là de qu'est-ce qu'on évalue, comment, à quel moment, qu'est-ce que ça donne, etc. Et en fait, je trouve que on développe l'auto-évaluation, on développe un nouveau mode d'évaluation psychométrique, ce qu'on appelle les PROMS, les patient-centered. Et c'est pas que en psy, hein, ça se développe dans toute la santé. Et je trouve que le rétablissement est très cohérent avec ce développement d'une nouvelle émergence de la preuve, une nouvelle modalité d'émergence de la preuve, et que ce serait, à mon sens, en tout cas, mais ça m'appartient à moi, une erreur de vouloir, pour respecter la singularité de chacun, renoncer à une pensée scientifique qui est accessible. L'auto-évaluation, le développement des échelles auto-centrées, c'est possible, ça existe, et je pense que ça a de la valeur scientifique et que ce serait dommage de pas voilà. Mais ça m'appartient vraiment. Est-ce que je peux juste répondre, ça vous va? Oui. Ça rejoint un peu effectivement les critiques de Boris. Alors peut-être ce que je vous ai pas dit en introduction, c'est que les sociologues, on est très bons pour poser des constats, mais on n'est pas très bons pour proposer des solutions. Donc effectivement, enfin, je suis tout à fait d'accord avec les critiques que vous émettez. J'ai pas de réponse sur cette question de effectivement le rétablissement qui va s'infiltrer davantage dans la vie des patients et patientes, parce qu'effectivement, je pense qu'en partie, ça répond aussi à des demandes, à des besoins. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut juste garder la psychiatrie asilaire et surtout pas s'insérer dans la vie sociale personnelle, etc. Mais c'est vrai que, enfin, voilà, moi, c'est des points d'attention que je trouve qui sont importants de garder en tête. Sur la psychiatrie comme obstacle au rétablissement, je pense que ça rejoint le deuxième point de discussion sur le fait de garder de la contestation. Et je pense que ce que montraient justement ces collectifs d'usagers, et notamment les collectifs de survivants de la psychiatrie, c'est que on peut avoir aussi un rétablissement qui se fait en dehors des institutions psychiatriques. Et le but, c'est pas forcément que la psychiatrie puisse aller aider même ceux qui trouvent que la psychiatrie est un obstacle au rétablissement, mais peut-être d'accepter qu'il y a d'autres manières de se rétablir d'une maladie psychique, notamment comme le disait Judy Chamberlain, dans des structures par et pour les pairs, ou la personne qui parlait des GEM tout à l'heure. Enfin voilà, en tout cas que la psychiatrie n'a pas à répondre à toutes les personnes finalement qui ont des troubles psychiques. Et évidemment, sur l'évaluation psychométrique, je suis évidemment pas pour renoncer à toute évaluation, hein. Je pense qu'effectivement, c'est important. Mais voilà, effectivement, qu'est-ce qui se passe quand on dit aux personnes, ben voilà, sur l'échelle du rétablissement, vous êtes au stade numéro 2. Finalement, pour la personne, ça fait pas tellement sens. C'est plus ça que je soulignais. Et un petit mot avant de te laisser la parole, Hélène.
pour dire qu'effectivement, je m'autocritiquais en introduction sur la question de la psychométrie, de la mesure du rétablissement, mais il y a une tension énorme là-dedans, parce il y a d'un côté ce concept de rétablissement qui est éminemment précieux, et évidemment, de l'autre côté, le besoin de pouvoir diffuser, de pouvoir comprendre, de pouvoir, et c'est ce que tu as dit aussi, auprès des institutions, auprès des pouvoirs publics, voilà. Donc, cette tension-là entre comment mesurer, comment objectiver quelque chose de subjectif, nous avons 4 heures. Non, en fait, on a encore 7 minutes. Hélène, pardon. Moi, je voudrais juste poser une question rhétorique. La pérédance est-elle en train de devenir le plafond de verre du rétablissement? Parce que dans ma pratique, je suis amenée, en fait, dans le cadre de l'association Espère Dordogne, à recevoir des gens de toute la Dordogne. Et à plusieurs reprises, j'ai reçu des personnes, dont notamment une qui m'a profondément interpellée. C'était quelqu'un qui avait un projet professionnel solide, qui avait suivi une formation, fait des stages et enfin pendant plus d'1 an, qui avait posé des actes dans le sens de son projet professionnel et qui avait été reçu par son psychiatre qui lui avait dit non, il faut devenir père aidant. Donc bon, déjà, c'est la première personne qui m'a interpellée. Et j'ai reçu également une autre personne qui est venue me voir et qui m'a dit, moi, ma psychologue, elle m'a dit, maintenant vous êtes rétablie, vous pouvez devenir père aidante. Donc, je veux dire, bon, je vais pas généraliser, ça se produit pas non plus tout le temps. Mais en tout cas, moi, ça me questionne dans le sens où, quand je suis en unité d'hospitalisation, je rencontre des personnes, moi, personnellement, parfois, je suis impressionnée par le potentiel de ces usagers et je veux dire, il y a plein de fois où je me dis, waouh, cette personne, elle en a sous le pied, elle peut faire de super trucs et tout. Et ma crainte, moi, c'est que finalement, je veux dire, on limite les personnes par rapport à leur capacité. Ouais, du coup, pour un peu surenchérir de ce point de vue-là, je pense que comment dire, faut pas être dupe non plus du fait que le néolibéralisme et le monde, plus généralement le système politique dans lequel on vit, s'accommode très bien du rétablissement, dans la mesure où ça peut coûter moins cher, ça peut nécessiter moins de moyens humains. En fait, tout dépend de la manière dont on le construit, dont on le pense. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que c'est important de toujours garder en ligne de mire le caractère subversif de la notion de rétablissement et de jamais se reposer sur nos lauriers ou sur sur des statu quo qui pourraient exister. Et il me semble qu'en plus, pour ajouter quelque chose de nécessaire en plus à la notion de rétablissement, pour moi, le rétablissement ne peut pas vraiment être effectif si on n'arrive pas à lutter en même temps contre toutes les formes d'oppression, contre les oppressions systémiques. Et là, je pense que les institutions auxquelles je participe ont un rôle fondamental à jouer. Parce que si elles n'arrivent pas à se réformer elles-mêmes, si elles n'arrivent pas à prendre conscience de toutes les dynamiques d'oppression qui écrasent les individus, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, qui cantonnent, qui font que les personnes se sentent cantonnées à uniquement un rôle, à un seul horizon qui serait la pérédance à partir du moment où on a une carrière psychiatrique. Pardon, je ne sais plus où j'en étais, mais enfin, du coup, voilà, on ne peut pas se satisfaire de cet état de fait. Et les institutions doivent pouvoir accompagner le changement et rappeler aux gens qu'ils ont eu un passé avant la psychiatrie, qu'il y a eu autre chose. Et voilà, je ne sais plus où je voulais en venir. Mais, en tout cas, merci beaucoup, Julien, parce que il nous reste assez peu de temps, mais ce que tu viens de dire, ça tend une perche pour que je puisse partager avec vous une réflexion un peu idiote, peut-être. Alors, voilà, c'est très personnel, mais plusieurs fois, je me suis dit que le rétablissement,
c'était un peu comme le revenu universel. Alors vous allez comprendre, hein, ça paraît très très loin, mais le revenu universel, c'est une idée qui peut être aussi bien portée par des ultra-libertariens pour dire on alloue une somme à chacun au début de sa vie et puis ensuite vous démerdez. Aucune structure de solidarité, aucun tissu voilà, de cohésion au niveau social. Et ça peut très bien aussi être porté à l'autre extrémité d'un spectre politique, dans une optique de solidarité, de société inclusive, etc. Voilà, je partage juste ça avec vous. C'est peut-être un peu déplacé, mais c'est le jour où je me suis fait cette réflexion que je me suis dit qu'il y a tellement de sens possibles qu'on peut mettre sous le terme rétablissement que si on ne le définit pas et si on ne dit pas précisément ce qu'on y met dessous quand on en parle, à ce moment-là, on peut entretenir une confusion et donc aboutir à un système qui, in fine, sera non seulement délétère, mais sera presque anti-rétablissement pour les personnes concernées. Pardon, c'était ma petite intervention personnelle, je ne sais pas. Moi, je pense que le rétablissement, c'est aussi la santé communautaire. Donc, peut-être l'hôpital, il a sa place du parcours de soins, mais il faut redonner de l'impulsion aux assos et que le rétablissement, il soit entre les mains voilà, de nous, enfin, entre nos mains, personnes concernées, personnes qui sont impliquées dans les projets. Il faut qu'on développe d'autres coforts, qu'on soit dans cette perspective-là, en fait, qu'il y ait de l'horizontalité dans nos projets encore plus, qu'on soit dans une échelle de participation à haute valeur. Je pense que le rétablissement, c'est un truc qu'il faut penser comme d'une synergie des systèmes où il y a chacun des acteurs qui va accompagner la personne en souffrance à son échelle. Et voilà, je voudrais juste... Nous, on a le soutien de l'ARS PACA depuis 3 ans. On avait un financement de DGS auparavant. On est en train de se pérenniser. On a du soutien. Il y a le Cofort de Lille. Eux, par contre, ils sont plus en difficulté que nous. Et donc, il y a une volonté d'essaimage en région PACA. Dans d'autres régions, c'est plus compliqué. Il y a des déserts, en Ardèche notamment. Enfin, il faut soutenir en fait de la création de centres de formation ou établissements. Et voilà, c'est ça que je voulais souligner. Merci. Et malheureusement, on va être obligé de conclure sans pouvoir laisser la parole à la salle. Alors, quelques mots peut-être de conclusion qui sont très personnels et qui n'engagent que moi. J'ai un peu menti, du coup, en annonçant cette session parce que vous ressortez pas du tout avec une définition claire et nette du rétablissement. Au contraire, mais ça tombe bien, c'était le but. Moi, je me dis, et je le partage avec vous aussi, plus le temps passe et moins j'utilise ce terme parce que je pense et je trouve que c'est toujours plus parlant de parler de ce qu'on met dessous à nouveau et donc plutôt que de parler de rétablissement comme un mot totem qui désigne tout. Alors déjà, je suis un peu mal à l'aise pour l'utiliser parce que je me dis que il me concerne pas trop, je suis pas détenteur du rétablissement des personnes. Et puis, c'est plus intéressant finalement pour éviter les quiproquos de dire ce qu'on met dessous et donc de parler de ces notions de dignité, d'autonomie, de citoyenneté qui sont mises en lumière par la notion de rétablissement. Et quand même, on a eu ici une discussion critique dans le bon sens du terme sur le rétablissement, mais ça aura été une manière de faire arriver dans le champ de la politique de la santé mentale, dans le champ de la santé mentale au sens large, mais toutes les notions transversales qui déterminent la santé mentale, le travail, le logement, l'éducation, etc. Je pense que le rétablissement a vraiment été le véhicule qui nous permet aujourd'hui de faire comprendre à tous que c'est une question qui n'appartient pas à la seule psychiatrie. Voilà. Alors, bon, je pense qu'on s'arrête ici.